Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Ça fait un petit moment pour les habitués qu'on ne s'était pas revus, si j'ose dire, puisqu'on avait fait une petite pause sur juillet-août. Donc je pense que notre dernier webinaire devait dater, oui, soit de juin, soit de juillet. Donc on fait notre prise. Pour ceux qui connaissent, voilà, ces webinaires, on les fait, une fois par mois, hors été. Donc, ravi de vous accueillir pour cette reprise. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez me confirmer sur le chat, que vous m'entendez correctement? OK, c'est OK pour le son, super, merci. Donc aujourd'hui, on est là pour parler donc de Customer Success Platform et donc répondre à cette grande question de à quel moment se lancer? C'est une question qui revient, régulièrement, dans les conversations. Donc on va tâcher d'y répondre avec, quelques éléments, objectifs. Hem, Petite précision, vous avez en bas à droite un petit module, questions juste à côté du bouton de chat. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser là-dessus. Voilà, j'essaierai d'y répondre, soit au fil de l'eau, soit, en fin de, à la fin de chaque partie en fonction des questions qui sont abordées. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence, sans plus tarder. Il est 14h02, ça fera venir les personnes qui se sont inscrites et qui vont pas tarder à nous rejoindre. Donc, à quel moment se lancer pour une Customer Success Platform? Voilà l'ordre du jour que je vous propose. La première chose, dont on va parler, c'est rappeler un peu les enjeux autour du Customer Success et notamment dans un contexte SaaS B2B. Assez rapidement, on va parler des signaux qui devraient ou qui peuvent amener en tout cas une réflexion sur, est-ce que ce serait pas le bon moment, de, remettre en question les outils que j'utilise pour aller d'ailleurs, faire une Customer Success Platform ou faire un autre choix à ce moment-là. Mais en tout cas, on va essayer d'identifier les signaux, qui doivent, conduire à une réflexion. Ensuite, troisième point, à quel moment se lancer? Donc, quelle, un peu la réponse à la question qu'on se pose ici. Et puis, on abordera les prérequis, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé de se lancer, très bien, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des éléments préalables à tout ça? Et bien, écoutez, je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Donc par juste un rappel, vous êtes, à peu près tous dans le customer success, ici sur ce webinaire. Donc, je voudrais rappeler un chiffre important. Ce chiffre important, c'est le suivant. Il sort d'une étude qui est une étude d'un d'un de nos concurrents d'ailleurs, qui est, Gainsight en l'occurrence, donc qui est une autre customer success platform. On reparlera d'eux d'ailleurs un petit peu plus tard, en termes de positionnement. Et cette étude, elle dit quoi? Elle dit dans les boîtes qui ont mis en place une structure de customer success, on a un NRR qui est supérieur de plus 14 points par rapport aux boîtes qui n'ont pas d'équipe customer success en place. Donc déjà, bravo à tous pour ça, parce que vous y contribuez tous. Mais globalement, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans un contexte comme, j'allais dire en 2025, mais ça commence à faire 2-3 ans qu'on est dans des contextes avec des crises qui se suivent et qui se ressemblent pas forcément, mais où on voit que le newbie se complexifie. C'est plus compliqué de signer des nouveaux logos. Du coup, ça fait un petit moment que les boîtes ont compris cette importance justement de fidéliser. On sait que c'est plus facile de fidéliser des clients, c'est que c'est plus que d'aller chercher des clients newbies. On sait que c'est plus facile de vendre à des clients existants que de vendre à des nouveaux clients. Donc bref, il y a plein de raisons, mais notamment voilà, dans un contexte où le newbies est tendu, c'est quand même important de se rappeler que le customer success a un impact réel sur la rétention des boîtes qui les emploient. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, OK, très bien, plus 14 points, c'est super. En fait, il y a une nuance à ce tableau. C'est un autre chiffre qui vient d'une autre étude qui dit quoi? Alors, sans rentrer dans tout le détail de tous ces chiffres, mais qui dit, voilà, un Customer Success Manager, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il passe un tiers de son temps avec ses clients et il passe les 2 tiers de son temps à faire autre chose que s'occuper de ses clients. Les 2 tiers de son temps, ça va être, bien sûr,
un peu de réunions internes auxquelles on ne peut pas couper, ça va être des tâches administratives, ça va être rechercher de l'information, on va revenir beaucoup sur ça. Donc voilà, donc globalement, aujourd'hui, sur 100 € que je dépense pour un Customer Success Manager, si on caricature un peu, il y en a 2 tiers qui ne servent pas directement à servir les clients. Et évidemment, ça, c'est un problème. Donc, on pourrait même lire l'autre graphique différemment en se disant, ben, OK, en fait, si les Customer Success pouvaient passer l'essentiel de leur temps à s'occuper de leurs clients, ce sera jamais 100 évidemment. Peut-être que ce serait pas plus 14 points, mais ce serait peut-être sensiblement plus que ça, qu'on aurait vu sur le premier graphique. Et pourquoi du coup est-ce qu'on est dans cette, situation, de CSM qui finalement, passe pas tant de temps que ça à vendre? Enfin à vendre pardon, à s'occuper des clients. Je voulais faire un parallèle avec, les équipes commerciales. Les équipes commerciales globalement, elles passent leur temps à prospecter, elles passent leur temps à faire des meetings, elles passent leur temps à faire ça. Pourquoi, sur les CSM, l'équation est finalement différente? Ben, il y a des challenges qu'on retrouve de façon assez, régulière en SaaS B2B. Et un de ces challenges, et vous y êtes probablement vous-même confronté, c'est la multitude, la multiplicité des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes, CSM, vous utilisez alors, éventuellement le CRM de la boîte, hein, HubSpot, Salesforce, et compagnie. Mais en fait, vous n'avez pas toutes vos informations là-dessus. Donc très souvent, il y a, à côté soit votre back-office, soit un product analytics dans lequel vous retrouvez des statistiques d'utilisation de votre plateforme. Parfois, il y a une solution de ticketing dans laquelle vous savez si vos clients ont des tickets en cours, etc. Des fois, il y a un outil de gestion de projet en plus, etc. etc. Bref, tout ça pour dire que voilà, quand on interroge aujourd'hui les équipes Customer Success, voilà, en général, elles utilisent entre 3 et 5 outils différents pour gérer leurs relations clients. Et ça, évidemment, c'est énorme. Et en fait, au-delà d'être énorme, ce qui est réellement problématique, c'est le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est des outils qui fonctionnent en silo. C'est-à-dire que mon CRM ne parle pas à mon back-end, qui ne parle pas au ticketing, qui ne parle pas à ma gestion de projet, qui ne parle pas forcément à mon outil de facturation, etc. Ou quand ils parlent entre eux, c'est très approximatif. Et donc, du coup, ça nous fait autant de silos dans lesquels j'ai un pourcentage de mes informations sur mes clients et puis un autre pourcentage sur un autre outil. Mais pour reconstituer la vue sur mes clients, c'est extrêmement, chronophage, et du coup, assez compliqué à faire. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Soit je passe, du temps avec mes clients, mais en fait, je ne sais pas vraiment où ils en sont parce que j'ai pas les outils pour les monitorer. Soit, je passe mon temps à les monitorer, à aller chercher, toute ma data tous les matins dans tous mes outils pour essayer de savoir où mes clients en sont sans avoir besoin de leur parler et pendant ce temps, je suis plus en train de leur parler. Bref, je simplifie un peu l'équation, mais globalement, le problème est là. Et si on va un peu plus loin, aujourd'hui, voilà, sur cette partie outils, pareil, quand on demande à une population de customer success: «Est-ce que vous utilisez votre CRM ou d'autres outils?» Ouais, 94, donc autant dire quasiment la totalité, qui utilisent au moins un autre outil, et encore une fois, généralement plus que ça, en parallèle du CRM et encore une fois, dans un autre silo, organisationnel. Et ça, ça pose des, challenges d'un point de vue customer success qu'on a essayé de schématiser comme ça. On l'a déjà évoqué sur d'autres webinars, mais en gros, on pourrait, relever 3 challenges principaux. Le premier challenge qui est à la base de tout, c'est l'absence de vision client 360. J'ai mes données qui sont dispersées un petit peu partout. Du coup, si je voulais, consolider toutes ces données-là, ça me prendrait énormément de temps. Je ne le fais pas forcément, donc il y a des zones d'ombre, heu, qui, heu, qui persistent, des choses que je ne vois pas parce que j'ai pas le temps d'aller chercher, tous les matins dans tous mes outils, vérifier toutes mes datas. Et donc petit à petit, en fait, mon équipe customer success va avoir tendance à basculer dans du réactif, ce qui est absolument ce qu'on veut éviter en customer success, et va être de moins en moins dans le proactif, parce que voilà, il y a des choses où nos clients nous sollicitent, on répond, il y a des onboarding à faire avancer, on les fait avancer, mais les clients en run qui nous sollicitent pas, ça devient un peu la variable d'ajustement. Et donc, le risque qui guette sur beaucoup d'équipes customer success, c'est ça, c'est de basculer sur quelque chose d'entièrement réactif,
et de plus du tout proactif. Et au final, quand on est dans cette situation, ça veut dire que c'est nos clients qui, entre guillemets, nous tirent vers le bas sur ces sujets-là. Et derrière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer au mieux des opportunités ratées. On n'est pas toujours là au bon moment pour placer le bon produit en fonction du besoin de notre client, etc. Et dans le pire des cas, ça conduit à du churn qu'on n'a pas vu venir et qui nous tombe dessus un jour, voilà, un peu par surprise. Donc, ça, c'est le challenge. Donc, on pourrait se dire, OK, très bien. Et pourquoi est-ce que ce challenge-là, je ne chercherais pas à le gérer dans mon CRM? On l'a vu, c'est un fait. 94% des équipes Customer Success n'arrivent pas à tout gérer depuis leur CRM. Donc, on va essayer de comprendre le pourquoi le CRM classique ne fonctionne pas. C'est-à-dire que avant de répondre à la question qui est posée dans ce webinaire de à quel moment mettre en place une Customer Success Platform, je voudrais déjà essayer de répondre à la question du pourquoi mettre en place une Customer Success Platform. Et donc, le pourquoi, ça consiste aussi à comprendre quelles sont les limites d'un CRM classique. Juste pour se fixer les idées, hein, quand on regarde sur des boîtes SaaS, aujourd'hui, il y a 98% des boîtes SaaS qui ont un CRM. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas 100%, mais voilà, on est à 98%. La dernière fois qu'on a fait une étude là-dessus, on est arrivé à 98%, donc quasiment toutes. Pour se donner un peu l'ordre de grandeur, sur les plateformes Customer Success, on est à 25%, quelque chose comme ça, de pénétration du marché. Donc voilà, donc globalement, il y a quand même 75% des boîtes qui n'utilisent qu'un CRM traditionnel, ce que j'appelle un CRM Sales. Donc là, je parle des CRM type HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Salesforce, ce genre d'outils. Quelles sont les limites du coup de ces CRM qui historiquement donc sont plutôt quand même des outils orientés sales? Première limite, on revient sur ce sujet-là, c'est l'absence de vision client 360. C'est-à-dire que éventuellement dans un Salesforce que je pousserais au bout du bout, où j'aurais une équipe ops qui serait prête à mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources, et cetera. Je peux arriver peu ou prou à me construire quelque chose dans lequel je retrouverai différents signaux de mes différentes plateformes, mais c'est pas du tout évident déjà, mais c'est réservé que à certaines tailles de boîtes avec certains CRM très avancés qui ont des équipes ops, et cetera, et cetera. Donc, il y a quand même toute une partie d'entre vous qui rester concerné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de centraliser toutes les informations que j'ai sur mon CRM. Et quand je dis ça, je pense bien sûr aux informations de ticketing dont j'ai parlé. Je pense à de la gestion de projet, hein, c'est tout bête, mais aujourd'hui, un CRM, c'est fait pour gérer des tâches. Donc, ça met des rappels, parce qu'à la base, l'objectif, c'est de dire à un sales, pense à rappeler ton prospect. Gérer un projet, déjà, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de brique de gestion de projet dans un CRM. Il y en a dans les Customer Success Platform, on reviendra sur ça. Mais surtout, le point auquel je pense, c'est la partie usage, c'est-à-dire qui fait quoi avec votre SaaS, quelles sont les personnes qui se sont connectées, quelle est la date de connexion de ces différentes personnes, quelles sont les features qu'elles ont utilisées ou qu'elles n'ont pas utilisées sur votre outil. Tout ça, c'est des informations qu'on a besoin d'avoir. Et aujourd'hui, un CRM, tout simplement, les modèles de données des CRM ne sont pas faits pour accueillir ce type de données. Donc, premier point, première limite, c'est l'absence de vision client 360. Deuxième limite, dans les CRM, je pense à HubSpot notamment, vous avez des systèmes de workflow, des systèmes de séquences, et cetera. Très bien. Donc, on peut faire des scénarios d'automatisation, et cetera. Le problème, encore une fois, c'est pas la fonctionnalité, c'est qu'on n'a pas forcément la data pour nous permettre de lancer les scénarios en question. Je donne un exemple tout bête. J'ai un client, il y a un nouvel utilisateur qui est ajouté sur un compte. Je veux que ce nouvel utilisateur, la première fois qu'il se connecte à ma plateforme, il rentre dans une séquence pour l'accueillir et dire, voilà, bienvenue, voilà comment fonctionne le support, voilà une, un- une vidéo de découverte de la plateforme, voilà où tu peux trouver l'aide en ligne, et cetera. Je veux démarrer ce scénario. C'est impossible à faire dans mon CRM. J'ai la feature pour le faire, mais je n'ai pas la data pour le faire. Donc c'est juste un exemple, je pourrais en citer 50 autres, mais un exemple de scénario qu'on ne va pas pouvoir adresser avec un CRM. De la même façon,
un utilisateur qui utilise pour la première fois une fonctionnalité, je vais lui pousser du contenu pour l'aider à aller plus loin, appréhender cette fonctionnalité. Impossible depuis un CRM. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le problème, souvent du CRM, c'est ce que j'appelle des automatisations basiques. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de HubSpot, beaucoup de nos clients qui sont utilisateurs de HubSpot. Heu, HubSpot, soit je choisis de gérer plus ou moins tout en manuel avec des tâches, des choses comme ça, soit je vais pouvoir, mettre en place des automatisations, type des séquences avec des envois de mails qui sont, automatisés, programmés. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on choisit on ne peut pas positionner le curseur entre je veux pas du tout d'automatisation et je veux 100 d'automatisation. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît hyper important, qu'on a intégré, nous, dans notre plateforme, qui permet d'avoir à l'intérieur des automatisations, des touchpoints humains qui permettent de dire au CSM, ben, je pense que mon client, il s'en sort très bien, donc je vais passer directement à l'étape X. À l'inverse, c'est un client, on sent qu'il a un peu de difficulté à prendre en main l'outil. Du coup, je vais passer sur un onboarding renforcé pour prendre telle et telle action. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir débrayer le niveau d'automatisation pour faire en sorte que le customer success reste au centre du jeu, continue à prendre des décisions. L'automatisation, c'est fait pour ne rien oublier, c'est pas fait pour remplacer le travail du customer success, en tout cas si lui considère qu'il a besoin d'être présent à certaines étapes clés. Quatrième point, c'est très compliqué d'avoir une vision sur la santé des comptes dans un CRM. On n'est pas là pour parler, c'est pas l'objet du jour de parler, score de santé, mais c'est très compliqué, encore une fois, d'avoir cette visibilité dans un CRM. Pourquoi? Parce que, encore une fois, même si je peux me construire les workflows qui vont faire gagner, perdre des points à mes clients et qui vont avoir un impact sur le score de santé, encore une fois, on revient à l'absence de vision client 360 qui fait que, de toute façon, il me manque une partie des datas et probablement les datas les plus importantes, qui sont les datas d'usage, d'adoption de mon produit. Donc, si j'ai pas cette data, comment est-ce que je peux prétendre mettre en place un score de santé? Sincèrement, c'est compliqué. Puis dernier point, qui est un peu plus, accessoire, c'est, le fait qu'un CRM, c'est un outil qui est un outil généraliste. Un CRM, c'est un outil qui sert dans de multiples industries, pas uniquement dans le SaaS. Les Customer Success Platform, alors pas toutes, mais il y en a quand même plusieurs d'entre elles, dont on fait partie, qui ont un positionnement particulier, où on cible du SaaS B2B. Voilà, ça veut dire que vous avez vos indicateurs qui sont déjà calculés selon les règles de l'art, etc. Vos indicateurs de rétention, de croissance de MRR, etc., etc. On parle la même langue, alors qu'un CRM, effectivement, il va falloir tout tordre avant pour espérer avoir quelque chose qui parle le même langage que le Customer Success dans un contexte SaaS. Donc voilà un petit peu pour les limites que peut-être vous rencontrez, vous, sur un CRM classique. Du coup, rapidement, une Customer Success Platform, l'avantage, c'est quoi? C'est bien sûr pouvoir se connecter avec des intégrations natives ou avec des API, selon les cas, à toutes les sources de données que vous avez. Donc se connecter à votre CRM, se connecter à votre ticketing, se connecter à vos boîtes mail évidemment, et cetera. Pour faire en sorte et se connecter à votre back office évidemment, pour faire en sorte de récupérer toutes vos datas et d'avoir un seul dashboard sur lequel vous avez pour chaque client, vous savez quand est-ce que vous vous êtes parlé la dernière fois, quand est-ce que vous devez vous parler la prochaine fois, quand est-ce que votre client s'est connecté, combien vous avez d'utilisateurs actifs, et cetera. Bref, les échéances contractuelles et tout ça sur un seul et même dashboard qui est alimenté en continu de façon automatique. Et ça va permettre ensuite de calculer ce fameux score de santé qu'on a évoqué. Ça va permettre de, gérer, de façon optimale vos onboarding, vos plans de suivi, et cetera. Et ça va vous permettre de mettre en place les, playbooks ou les, customer journey, en bon français, dont vous avez besoin pour gérer votre relation client de façon efficace. Donc voilà un peu pour le panorama. Donc voilà pour cette partie-là. Si on évoque maintenant les signaux d'alerte, je vais passer assez, rapidement sur cette partie-là. En gros, vous avez plusieurs signaux qui peuvent vous faire dire que, OK, peut-être que, c'est le moment de vous interroger sur, la suite, et les changements éventuels, d'outils. La première chose, c'est, OK,
vous avez un portefeuille client qui grossit et finalement, plus il grossit, plus vous avez l'impression de ne pas être en maîtrise, de ne pas avoir la vision d'ensemble. Ça arrive encore souvent parfois que pour savoir si vos clients, utilisent un outil, vous soyez obligé d'aller sur votre back office et de vous loguer comme si vous étiez le client pour voir ce qu'il fait lui-même avec la plateforme. Évidemment, ça, c'est pas tenable très longtemps. Vous avez besoin d'un dashboard global où vous avez toutes vos stats qui sont consultables facilement, où vous avez vos alertes qui peuvent, partir, par mail ou sur un channel Slack pour vous prévenir quand il y a quelque chose, heu, d'anormal, d'inattendu qui se produit. Bref, l'information qui soit facilement accessible et le cas échéant qui puisse même venir à vous, quand vous avez besoin d'être notifié. Donc ça, c'est le premier signal d'alerte, vous manquez de vision d'ensemble. Le deuxième, on l'a évoqué tout à l'heure un peu, c'est, vos CSM passent trop de temps à analyser les données de leurs clients. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu partout. Votre board ou votre direction générale, vous demande quand même du reporting. Même des fois, d'ailleurs, le manager de l'équipe Customer Success va demander du reporting sur ça. Donc, en plus d'avoir, 3 outils ou 4 ou 5 dans lesquels ils ont de la data, ils doivent consolider dans un Google Sheet les datas qu'ils ont trouvées dans des différents outils, qu'ils consolident manuellement pour construire un report, qui va servir en interne dans l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est une perte de temps qui est très importante. Donc ça peut être un second signal. Troisième signal, qui est pas forcément celui auquel on pense en premier, c'est chaque CSM travaille différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plutôt forts sur ci, d'autres qui sont un peu plus forts sur ça. Des fois, certains qui envoient tel type de mail, d'autres qui font, même des fautes d'orthographe dans des mails, mais bon, c'est un tel, il est pas très fort en orthographe, c'est comme ça. Bon, je caricature un peu, mais globalement, voilà, chacun a son propre process, éventuellement à installer, ses propres outils, des fois des versions gratuites, et cetera. Mais bon, bref, chacun fait son truc un peu à sa sauce, y compris dans des équipes qui sont petites. Ça évidemment, c'est pas scalable, et c'est quelque chose auquel il va falloir, remédier pour, la performance de l'équipe, pour, monitorer la performance de l'équipe, enfin bref, et même pour le bien au final de vos clients derrière. Donc ça peut être un troisième signal. Quatrième signal, évidemment, c'est, vous constatez, vous vous rendez bien compte que, l'adoption, produit est pas parfaite, sur, tous vos clients, qu'il y aurait des axes de progrès, mais vous n'avez pas le temps de faire exactement tout ce qu'il faut pour que vos clients, adoptent la solution correctement. Ou sur un sujet de churn, vous voyez bien que vous n'avez pas le temps de faire exactement tout ce qu'il faut pour, embarquer totalement vos clients, les aider, à tirer le meilleur profit de la solution et cetera. Donc, globalement, ce pourquoi on est, à peu près tous payés, ici. Et voilà. Donc ça, c'est, un indicateur qui est important. Je vois que Damien, plus soi. Donc ça, c'est un indicateur qui est important. Et le cinquième, c'est, vous cherchez à libérer les CSM des tâches chronophages. On l'a vu, 2 tiers du temps fait pour, autre chose que suivre des clients, consolider de l'info, faire des copier-coller de mails qu'ils ont déjà écrits 100 fois parce que, bah, en fait, c'est comme ça, il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de ressources, et donc on se retrouve à réutiliser des contenus qui ont été utilisés précédemment et cetera. Donc voilà, ça, c'est des tâches qui sont chronophages, qui ont pas de valeur ajoutée particulière. Si c'est et chronophage et qu'il y a pas de valeur ajoutée, c'est des choses qui doivent être automatisées en totalité ou en partie, et ça, du coup, une Customer Success Platform peut grandement y aider. Donc voilà un peu pour les signaux. Donc, on en vient à la fameuse question: à quel moment se lancer? Alors, la réponse, elle n'est pas, si, binaire que ça, et j'avoue que moi-même, des fois, on me pose la question, j'ai pas toujours un discours complètement, arrêté sur la question. Ça dépend des contextes, ça dépend des business et cetera. Mais on va être là pour, essayer de répondre à la question, donc on va se prêter au jeu. Déjà, la première fois, le premier truc que je voulais vous partager, c'est une citation qui m'a énervé. Voilà, donc je la partage ici. J'ai pas réussi à retrouver le post, mais c'était un dirigeant d'entreprise qui disait: «Bon, je commence à m'interroger sur, le fait de mettre en place une Customer Success Platform, et cetera. Est-ce que vous avez des recos?» Et cetera. Et il y a un type dans les commentaires qui lui a répondu ça, voilà, en gros, heu, «Triture ton CRM, jusqu'à, 10 millions d'ARR au minimum». Et je me suis dit: «Mais c'est quoi enfin, c'est absurde, en fait, comme réponse». C'est absurde, et en fait, je pense que c'est absurde, mais ça vient d'une histoire autour des Customer Success Platform. C'est-à-dire que historiquement,
les Customer Success Platform, les premiers acteurs qui se sont lancés, c'était des acteurs qui étaient plutôt positionnés sur un segment enterprise. C'est-à-dire que c'est ceux qu'on voit à gauche de mon screenshot, des acteurs comme Gainsight, Totango, Planat, Churn Zero, sont plutôt des acteurs. Bon, la plupart sont des acteurs US, des très grosses boîtes, c'est ceux qu'on on va dire ouvert la voie sur les Customer Success Platform il y a plusieurs années de ça maintenant, mais avec un positionnement historique qui était effectivement de se dire enterprise. Donc en gros, nous, on parle à des boîtes de plusieurs centaines de salariés, voire plusieurs milliers de salariés, euh, et donc avec des plateformes très puissantes à la fois, mais revers de la médaille, c'est c'est des plateformes qui ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement puissantes, elles ont plein de fonctionnalités, on peut les tordre dans tous les sens, on peut faire plein de choses, mais c'est très compliqué à mettre en place, souvent. Euh, les tarifs peuvent être rédhibitoires pour certaines tailles de boîtes. Et souvent, c'est des plateformes sur lesquelles il va être préférable d'avoir des équipes data, des équipes ops derrière pour mettre en place la plateforme ou pour maintenir la plateforme. Donc voilà, donc c'est très bien, il n'y a pas de critique. Enfin, la plupart en plus ont des super outils, mais c'est juste une question de positionnement qui est différent. Et du coup, de l'autre côté, il y a des acteurs, alors plus ou moins mais j'allais dire plus ou moins récents, en tout cas qui se sont lancés plutôt après les boîtes que je viens de citer précédemment, qui ont un positionnement qui est différent, plutôt un positionnement SMB, c'est notre cas. Donc, donc voilà, donc nous, on va s'adresser à des boîtes qui n'ont pas forcément la taille critique pour s'offrir un Gainsight ou pour mettre en place un Gainsight, et pour qui, en fait, ce serait même pas une bonne idée du tout, même s'ils avaient les moyens de mettre en place un Gainsight, par exemple. Donc, voilà, donc cette idée il faut que tu aies au moins 10 millions d'ARR pour passer sur une Customer Success Platform, pour moi, c'est une idée qui est complètement fausse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes très bien, certaines plus abordables que d'autres. Je ne suis pas là pour annoncer les pricing de mes petits copains, mais globalement, c'est un point qui est important à avoir en tête. Aujourd'hui, des plateformes abordables pour des startups, des petites scale-up, etc., qui n'ont pas plusieurs milliers d'euros à mettre tous les mois dans une Customer Success Platform, ça existe. Donc ça, c'est la première chose, et je pense que le biais est souvent encore ancré que Customer Success Platform, c'est pour les grosses boîtes, etc. Pas forcément. Euh, du coup, j'ai essayé de résumer, alors c'est très schématique hein, comme explication. Pour moi, une Customer Success Platform, selon le business qui est le vôtre, c'est quelque chose qui peut se mettre en place dès que vous avez un CSM dans l'équipe. En particulier, quand je dis un CSM, notamment dans un contexte low touch. On avait fait un cas client, je vous partagerai les liens après, mais notamment avec Carnot, puisque c'est avec eux qu'on avait fait un cas. Eux, c'est une boîte, donc ils sont plutôt en low touch. Dès le début, ils ont mis en place une Customer Success Platform. À l'époque, Anne, qui a monté le pôle, elle était toute seule. Elle a mis une Customer Success Platform. Ce n'était pas nous à l'époque, c'est nous maintenant. Elle a mis en place une Customer Success Platform parce qu'elle avait besoin de toute façon de mettre en place des automations et qu'à elle seule, elle ne pouvait pas gérer la volumétrie de clients qu'elle avait besoin de gérer. Donc pour moi, dès le premier CSM, en low touch, on peut y aller. High touch, un peu plus nuancé. Est-ce que la vérité, c'est à partir de 3 CSM, 5 CSM, ça dépend un peu des business, mais effectivement, si vous avez 3 CSM qui ont chacun un portefeuille de 15-20 clients, voilà, fois 3 CSM, 60 clients. Bon, globalement, chacun connaît ses clients très bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de trackers, d'alertes, etc. dans tous les sens. Vous parlez suffisamment souvent à vos clients. C'est peut-être pas à ce moment-là que vous avez besoin de passer sur une Customer Success Platform. Là, probablement que la taille de portefeuille ne le justifie pas. Mais à partir de 3 CSM, peut-être 5, ça va encore une fois dépendre. Là, la question, elle est tout à fait légitime. J'ai 5 CSM qui s'occupent d'un portefeuille high touch d'une centaine de clients. OK, c'est tout à fait pertinent à ce moment-là de partir sur une Customer Success Platform. Encore une fois, en trouvant celle qui est adaptée à votre business, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait sens. Donc voilà un peu pour vraiment schématiser ce que nous, on pense de ce sujet.
Donc pour moi, c'est pas tant une question de combien est-ce que tu fais de MRR, d'ARR, et cetera. C'est plus une question de combien de CSM, quelle organisation, est-ce que oui ou non, les signaux, qu'on a évoqués, c'est des signaux qu'on ressent, et qui créent des difficultés, en fait, dans notre organisation interne. Pour moi, c'est plus cette question-là, que la question strictement de combien la boîte fait de MRR. Du coup, si je devais synthétiser, notre point de vue, par rapport à ça, je dirais plusieurs choses. La première chose, c'est que le statu quo n'est pas une option. C'est-à-dire qu'en vente, notamment, on parle du coût de l'inaction. C'est-à-dire, OK, très bien, peut-être que tu en as pas absolument, absolument, absolument besoin, mais combien ça te coûte aujourd'hui, en fait, de passer 64%, je reprends ce chiffre, combien ça te coûte aujourd'hui, réellement, de passer 64% de ton temps à faire autre chose que de t'occuper de tes clients? Combien est-ce que ça te coûte de, toutes les semaines, passer peut-être, 1 heure, 2 heures à consolider un reporting à partir de chiffres que tu es allé glaner manuellement à droite, à gauche, et cetera, fois, les X CSM que tu as dans ton équipe. Combien est-ce que ça coûte? C'est, important, je pense, de se poser cette question-là. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction, c'est-à-dire: «Oui, OK, très bien, j'ai pas investi dans un outil supplémentaire, donc en fait, en soi, j'ai une ligne de budget en moins. Très bien, OK, mais dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, mon équipe est efficace?» et cetera. 2e point, je pense que, alors je vais nuancer ça juste après, mais attendre d'avoir 100 de process aboutis, c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est un point qui revient de temps en temps de: «Ah, je suis pas prêt, j'ai pas encore, tous les bons process», et cetera, et cetera. Il y a qu'en customer success qu'on se pose cette question, et qu'on prend le point de cette façon-là. En sales, eh bien, le jour où je recrute mon premier commercial dans une équipe, j'ai un CRM. Je commence à travailler sur un CRM. J'ai pas encore tous les bons reports, j'ai pas encore tous les bons workflows, j'ai pas encore tous les bons process, et ça, je vais l'écrire dans le temps. Hem, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 100 de mes process testés, validés, approuvés, et cetera, pour mettre en place une customer success platform. Ce serait le seul métier où on ferait ça. Donc ça, c'est une erreur. Et le troisième point, qui découle souvent du premier, c'est le fait de dire: «Bah, OK, ouais, pour l'instant, ça va. Du coup, je vais commencer à travailler comme ça. Je sais que c'est pas, la vision cible, et je sais que ça va pas tenir longtemps, mais pour l'instant, je vais faire avec». Donc ça peut être avec un CRM, fois un Google Sheet, fois machin, mais en gros, je vais continuer comme ça. Pour l'instant, ça passe. Pourquoi est-ce que ça, c'est souvent contre-productif? Parce que ça veut dire qu'on va commencer du coup, bah, peut-être à tordre son CRM, ou qu'on va construire un Google Sheet un peu, tentaculaire, et cetera, et qu'en fait, plus on va avoir, de investi d'énergie, et optimiser ces outils qui sont pas faits pour ça, et cetera, plus ça va retarder l'échéance, et plus en fait le passage à autre chose, et ça c'est valable, Customer Success Platform ou pas Customer Success Platform, plus ce passage à autre chose va être douloureux. Parce que vous aurez plus de clients, parce que ça arrivera jamais au bon moment, ça arrivera au moment où justement l'équipe elle est en train de d'imploser parce que, vous commencez à avoir beaucoup trop de CSM, beaucoup trop de clients, et cetera, et donc si on attend, bah, globalement, c'est quelque chose qui sera dans la douleur, et pendant ce temps, bah, vous aurez perdu 1 an, 2 ans où vous auriez pu travailler de façon plus efficace. Donc évidemment, moi je prétends pas être, 100 objectif sur cette question-là. On représente, cette, industrie des Customer Success Platform, mais si on essaye en tout cas de pousser ces choses-là de façon, j'allais dire, intelligente, voilà, donc je pense que c'est le genre de choses, voilà, qui peuvent, peut-être vous interroger. J'ai dit que, il fallait pas attendre d'avoir 100 de process aboutis pour, mettre en place une Customer Success Platform. Je veux quand même, heu, nuancer un peu ce point-là. C'est-à-dire que ça arrive parfois, heu, que, des prospects ou des boîtes viennent nous voir, heu, où en fait on comprend, très bien que, ils cherchent la solution miracle à un problème qui n'est pas un problème d'outil. Donc il faut quand même, se dire ça, c'est-à-dire que mettre en place une Customer Success Platform, l'idée c'est quand même de, derrière, venir
accélérer et structurer ce que vous avez déjà amorcé. Donc, il y a une nuance entre ne pas être tout à fait prêt, où tous mes process ne sont pas 100% secs, rodés, et cetera, à globalement, c'est un peu le foutoir, tout le monde travaille comme il veut, il y a zéro process, et cetera. L'outil, c'est pas lui qui va régler ce genre de problème. Donc il faut effectivement que vous ayez déjà initié une démarche, en ce sens, et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc pour moi, si vous voulez aller sur un sujet de Customer Success Platform, le minimum, c'est qu'effectivement, vous ayez déjà clarifié vos objectifs d'un point de vue customer success. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre en place un outil? C'est quoi vos objectifs? Sur quoi est-ce que vous êtes attendu en interne, etc. Donc, que vous soyez au clair sur le pourquoi. Euh, Identifier les données dont vous allez avoir besoin. Euh, Qu'est-ce qui est nécessaire, vous, à votre activité? Est-ce que ces données, elles sont accessibles? Éventuellement, ça peut permettre de préparer le terrain, c'est-à-dire comment je fais en sorte aussi que ces données, elles puissent être facilement connectées à un outil comme une Customer Success Platform. Point tout bête, j'ai un client qui s'appelle n'importe quoi, Google. Il s'appelle Google sur un outil, il a un identifiant qui est propre à cet outil. Il s'appelle Google France sur un autre outil avec encore un autre identifiant. Et puis, il a une dénomination commerciale qui est encore autre chose sur mon outil de facturation. OK, comment est-ce que je fais en sorte de préparer le terrain pour que mes outils puissent, à minima, se parler, communiquer? Donc ça, c'est le deuxième point, identifier les données et comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir les connecter dans un outil comme une Customer Success Platform. Et la troisième partie que j'évoquais un peu en fil rouge tout à l'heure, c'est commencer à standardiser et documenter vos process. Voilà, il ne faut pas que tout soit forcément complètement prêt, mais effectivement, probablement qu'il ne faut pas mettre en place une Customer Success Platform et là commencer à se dire, bon, bah, ça y est, on a un outil, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Réfléchissez évidemment d'abord à ça. Je le dis, ça paraît évident quand on le dit, mais je peux vous garantir que au quotidien, ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, moi, je vous invite effectivement à réfléchir à ces 3 points avant de mettre en place un outil. Donc voilà. Donc, on a essayé de partager comme ça quelques chiffres pour vous dire, bah, à partir de quel moment ça peut valoir le coup, de s'y mettre, quelques signaux d'alerte, voilà, et puis quelques actions qui peuvent vous permettre de préparer le terrain pour avancer et y aller, sereinement, sur ces sujets de Customer Success Platform. Après, je vais, alors je vois qu'il y a quelques commentaires, donc je vais regarder s'il y a des questions sur le chat et après je vais vous partager, 2 liens, notamment pour pouvoir, accéder à des cas clients si vous avez envie de creuser le sujet. Je vois que Damien fait un commentaire en disant: «Il faut embarquer les CSM dans l'adoption de l'outil et c'est compliqué sur des solutions complexes comme Gainsight, surtout quand on demande aux équipes de continuer à utiliser le CRM à côté». Oui, oui, clairement, enfin, c'est des outils où, il y a une vraie marche à franchir. Il y a une vraie marche à franchir dans le fait d'arriver à nourrir correctement ces plateformes, c'est-à-dire arriver à faire tomber la data, au bon endroit, de la bonne façon et la rendre exploitable. Donc ça, c'est plus la partie, on va dire, build, de setup et après effectivement, pour les utilisateurs, il y a, ce truc effectivement de conduite du changement, qui, effectivement est, plus ou moins simple selon les outils, où nous on a toujours, effectivement pris le parti de se dire: «Il faut rendre la vie, plus simple au CSM». C'est pas une plateforme qui est, là pour faire, plaisir à la direction, générale. Si on peut leur faire plaisir aussi, tant mieux avec des reporting, mais globalement l'objectif c'est quand même de rendre les CSM plus efficaces, au quotidien. Et Sandrine qui dit: «Le point sur le frein d'attendre d'avoir 100 des process aboutis, est-ce que cela ne viendrait pas du fait qu'on a beaucoup de femmes en CSM?» Une réflexion au passage. Alors je vais pas me lancer sur un sujet comme celui-ci, c'est un peu trop, un peu trop glissant, mais je ne sais pas, peut-être. Donc, en tout cas pour terminer, je voulais vous partager voilà quelques retours d'expérience, de clients, et quelques chiffres.
Notamment, donc, voilà, quatre cas clients que vous retrouvez sur notre site. Je vais vous partager le lien. Je le cherche en même temps. Carnot, que je citais tout à l'heure, qui est aujourd'hui une équipe de 3 CSM qui gère 1900 clients. Donc, bien sûr, sur plutôt une logique low touch, mais avec des techniques qui sont aussi empruntées à du high touch et qui gèrent ça de façon confortable avec une Customer Success Platform, en l'occurrence Scaling depuis maintenant 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Euh, on a un autre client qui, alors où Scaling, bien sûr, était un élément dans un ensemble où, voilà, donc en l'occurrence, Fasterize, qui a réussi à la fois en mettant en place une Customer Success Platform à réduire sa durée d'onboarding et à limiter son churn. Alors, en même temps de ça, ils se sont structurés, ils se sont aussi posé les bonnes questions, hein. Je ne tire pas 100% du bénéfice là-dessus, mais en tout cas, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à lire les cas clients. Je vous partage le lien là sur le chat. Un autre qui fait complètement écho à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que eux, leur objectif, c'était en gros de libérer du temps pour travailler sur des projets transversaux. Et donc, voilà, en automatisant certaines parties de la customer journey et rendre tout simplement leur CSM plus efficace. Donc, eux, l'objectif, c'était pas de gérer plus de clients, c'était de se libérer du temps pour bosser sur des projets transverses à l'entreprise et du coup, des projets qui vont être bénéfiques demain à tout le monde. Donc voilà, donc ça, c'est un cas que vous retrouverez aussi sur notre site. Et enfin, le quatrième que je cite ici, là, c'est un client qui fait à la fois du high touch et du low touch, qui a un portefeuille hybride avec différentes typologies de clients, mais qui avait notamment un de ses enjeux, c'était de réactiver ses inactifs. Donc vraiment utiliser le comportemental, donc la navigation ou l'absence de navigation, en l'occurrence, pour venir relancer ces inactifs, et voilà, qui a eu des résultats hyper intéressants en réactivant un quart de ces inactifs. Donc voilà, donc si c'est des sujets, si l'un ou l'autre de ces sujets vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai partagé, et du coup, vous pourrez regarder et voilà, et creuser le sujet qui vous intéresse. Euh, voilà globalement pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour répondre à Louis, est-ce que vous prenez des alternants en UX design? Je ne suis pas sûr qu'on ait de poste là-dessus ouvert en ce moment. Je n'ai pas montré screenshot. Normalement, on est, on est plutôt bien positionné sur cette partie-là. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de questions souvent sur les webinars, mais globalement, tu retrouveras une rubrique contact sur le site sur lequel tu peux poster ton CV ou une candidature si tu le souhaites. Parfait. Et ben, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre attention. Et puis, je vous dis à au prochain webinar, donc dans un mois, pour ceux qui le souhaitent. Et simplement pour vous dire de quoi on va parler, on sera sur un sujet très différent. On va être sur un sujet plutôt psycho cette fois-ci. Je vous envoie aussi le lien ici sur le chat, qui est en gros 8 biais cognitifs. Et je vois que la personne avec qui je vais animer le webinar est là. Donc, salut Damien. Et donc, Damien Duval, qui est consultant Customer Success, viendra donc pour le prochain webinar pour vous partager donc 8 biais cognitifs qui, en gros, ont un impact ou peuvent avoir un impact sur la qualité de votre relation client. Voilà, pour bien avoir conscience de ces biais-là et surtout trouver les clés pour arriver à les désamorcer. Donc voilà, donc on rentrera dans le détail de tout ça. On essaye d'alterner entre des webinars plutôt orientés produits et d'autres orientés sur d'autres sujets. Donc voilà, donc on parlera psychologie la prochaine fois. Voilà, donc le lien est partagé. N'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Mais écoutez, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.